webinaire, donc le 4e de la série organisée par le Club Pyrogasification. Pour ceux n'ayant pas encore participé à ce genre de webinaire, l'idée de cette série, c'est de présenter notamment les différentes voies de valorisation, les différents produits issus des procédés thermochimiques valorisant des biomasses et des déchets divers. Pour cette session d'1 heure, j'accueille et je remercie les intervenants qui sont Damien Lebonnois et Vincent Grosjean pour Suez, qui nous présenteront les généralités sur la production de carburants avancés à partir de procédés thermochimiques. Et puis Mathieu Morin de l'IFPEN qui nous présentera un retour d'expérience du démonstrateur Biotifuel. Voilà, donc je fais juste, Damien, si tu peux passer à la slide suivante, un petit rappel des consignes. Donc vos micros et caméras pour les participants sont coupés, mais vous pouvez, et on vous encourage bien sûr à poser vos questions via l'onglet dédié dans questions. On prendra des temps d'échange, alors soit entre les deux présentations, soit à la fin en fonction du timing. Et voilà, on prendra le temps de répondre à vos questions, donc vraiment n'hésitez pas. On est là pour y répondre. Ce webinaire est enregistré, la vidéo sera mise à disposition sur le site de la T2E. Vous pourrez en profiter et puis également les supports seront mis à votre disposition. Voilà, Damien, si tu peux passer. Je fais juste un petit rappel, je profite de ce webinaire pour vous rappeler que les clubs Pyrogasification et Power to Gas de la T2E organisent mardi prochain une journée de conférence sur autour de la problématique décarboner le mix gazier, comment amplifier le mouvement. Voilà, je vous invite à nous rejoindre. Les inscriptions sont toujours ouvertes et on vous a concocté un beau programme sur l'actualité des dynamiques de nos filières, une réflexion ouverte et participative sur la transition énergétique et la place du gaz et notamment des gaz renouvelables, une session prospective sur les scénarios ADEME et Négawatt, et puis une réflexion tout autour de la dynamique de ces filières en France avec des retours d'expérience de projets en développement et de certaines avancées, notamment sur des démonstrateurs. Et puis une ouverture vers d'autres technologies de production de gaz renouvelable, notamment gasification hydrothermale, électrocatalyse. Voilà, je vous invite à nous rejoindre. Toutes les infos sont sur le site de la T2E et les inscriptions sont toujours ouvertes. Voilà, Damien, tu peux poursuivre. Donc, un petit point sur la série de webinaires thématiques. Donc, je vous le disais, une série en 7 webinaires qui se concentrent sur différentes voies de valorisation. N'hésitez pas à vous inscrire au prochain ou à consulter les webinaires passés. L'idée, c'est vraiment de diffuser largement les différentes possibilités offertes par ces technologies. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et j'enchaîne. Voilà, là tu peux passer vers Damien. Je vous avais fait quelques rappels sur le club Pyrogasification et ses missions lors de la première session du webinaire. Donc si vous ne connaissez pas notre association, n'hésitez pas à aller consulter cette session et à me contacter pour toute information complémentaire. Voilà, je ne prends pas plus de temps. Je passe la parole à Vincent et Damien de Suez qui vont nous présenter cette filière pyrogasification autour de la production de carburant. Vincent, tu as la main. Merci Madeleine. Donc déjà, avant de commencer cette partie, je vais juste vous expliquer très rapidement ce que fait Suez à propos de la gasification et de la production de biocarburants avancés. Donc en fait, en tant que gestionnaire de flux de déchets, on se doit de valoriser, de trouver la voie de valorisation la plus vertueuse pour nos flux de déchets et la pyrogasification, entre autres pour production de carburants avancés, est une des voies que nous étudions avec sérieux. Donc voilà, donc cette première partie, c'est une partie un peu technique sur la technologie de pyrogasification. La plupart d'entre vous, j'imagine, sont familiers de ces concepts, mais comme le webinaire était ouvert à des personnes extérieures au club, on préfère faire ces petits rappels, ça peut être utile. Donc, la pyrogasification, en fait, c'est tout simplement, si je puis dire, la conversion d'un solide carboné, donc qui peut être du déchet ou de la biomasse, donc du bois ou des résidus forestiers, conversion thermochimique. Donc, ça veut dire qu'on va avoir deux réactions consécutives. Une réaction de pyrolyse qui va, en fait, sous l'action thermique seulement,
décomposer notre solide en une phase gaz de synthèse, une phase condensable et une phase solide, un solide très carboné qu'on appelle en général le char ou bien le coq ici. Et ensuite, ces deux dernières phases, donc la phase condensable et la phase solide carbonée, vont être convertis eux aussi en du gaz de synthèse supplémentaire par l'agent de gazéification, donc qui peut être de l'oxygène. Alors attention, de l'oxygène, mais en défaut, parce que si on est à stoichiométrie, c'est plus de la gazéification, c'est de la combustion, et donc là on n'a plus de gaz de synthèse. Donc agent de gazéification, oxygène en défaut, vapeur d'eau et plus rarement du CO2. Et donc, à l'issue de cette pyrogazéification, on obtient un gaz de synthèse qui est un gaz en fait qui est assez riche en monoxyde de carbone et en hydrogène, qui peut être plus ou moins pollué. Donc, on aura besoin de plus ou moins de le nettoyer suivant la valorisation qu'on va en faire. Mais en tout cas, ce gaz de synthèse, c'est un gaz de synthèse qui est relativement énergétique. C'est un gaz qui est relativement énergétique. Donc, on va pouvoir le valoriser sous différentes formes, donc thermique ou électrique, si on en réalise la combustion quasi immédiate, hein. Ou bien on peut réaliser de la synthèse chimique un peu plus poussée et donc synthétiser notamment du méthane qui pourrait être injecté sur le réseau, de l'hydrogène, mais aussi ce qui nous intéresse aujourd'hui, des biocarburants avancés. Donc on peut passer, voilà. Ici, je présente très rapidement hein, les principales technologies de réacteurs de gazéification. Donc, on a le LIFX, où on empile un peu le solide dans un réacteur et on va avoir différentes zones où vont se dérouler différents mécanismes de réaction. On va avoir le lit fluidisé, où donc là on a un réacteur qui réalise un mélange qui est beaucoup plus important. Euh, et enfin le réacteur à flux entraîné qui j'imagine sera présenté un peu plus en détail par Mathieu Morin de l'UFPEN, puisque c'est le réacteur qui est utilisé sur Biotifuel entre autres. D'ordinaire, ouais. Donc on peut passer à la chaîne qui nous intéresse aujourd'hui, donc où on part du feedstock de l'intrant pour arriver cette fois au biocarburant avancé. Donc dans tous les cas, dans tous les projets de gazéification, il va falloir choisir l'intrant qui nous intéresse. Donc comme je disais tout à l'heure, on peut partir plutôt sur des déchets, plutôt sur de la biomasse, un mix des deux. Dans tous les cas, cet intrant, il va falloir le préparer aux spécifications de la technologie de gazéification. Donc, que ce soit taille, humidité, densité. Donc, bon, bah, la préparation pour les intrants déchets, on va plutôt appeler ça préparation de CSR. Et bah, pour la biomasse, on va retrouver des opérations de séchage ou bien de densification, de broyage, ce genre de choses. On arrive ensuite sur la gazéification, donc qui peut être réalisée dans différentes technologies de réacteurs, comme je disais juste avant, du lit fluidisé, du lit fixe ou du réacteur en flux entraîné. On peut être à pression atmosphérique ou bien en réacteur pressurisé. Et l'agent de gazéification, l'agent gazéifiant, ça peut être de l'oxygène pur, de la vapeur, un mix des deux, ou bien de l'air, mais enrichi en oxygène, parce que dans cette voie de production de biocarburant, on va vouloir éviter de diluer trop notre syngas avec de l'azote, donc qui est présent dans l'air. Une fois qu'on a produit notre syngas, il va falloir les nettoyer parce que
il contient beaucoup d'éléments indésirables qui peuvent être dommageables pour les procédés en aval, donc notamment des poisons catalytiques. Et donc, on va lui faire subir des étapes de dépoussiérage ou de filtration, des étapes où on va gérer la présence des goudrons. Donc, on va essayer de les faire réagir pour les craquer ou bien tout simplement de les retirer du courant gazeux. On va également retirer tout ce qui est gaz acide, donc HCl ou H2S, et tout ce qui est métaux volatiles qui étaient initialement dans l'intrant et qui se retrouvent en phase gazeuse. Et donc après, une fois qu'on a notre syngas propre, on peut passer sur l'upgrading du syngas pour arriver sur le produit final. Donc là, on détaille un peu, mais les voies principales de synthèse pour arriver au carburant sont les suivantes. Donc on part de notre syngas propre. On a une première voie qui est le water gas shift, où on va convertir un peu de notre syngas pour l'enrichir en H2. Donc, soit dit en passant, l'hydrogène qui résulte du water gas shift, ça peut être considéré comme un carburant en soi pour le transport via des piles à combustible, par exemple. Mais en général, ce water gas shift, quand on pense carburant avancé, on passe par cette étape essentiellement pour ajuster le rapport H2 sur CO, pour ensuite aller sur des voies de synthèse type Fischer-Tropsch ou synthèse méthanol. Alors dans ces deux cas, l'étape water gas shift pourrait être remplacée par une simple addition d'hydrogène qui proviendrait d'une source tierce, type électrolyse ou autre. Donc la voie Fischer-Tropsch, c'est un procédé qui existe depuis bien longtemps. Ça va produire une paraffine. Cette paraffine, on va on va l'envoyer dans des tours de fractionnement pour produire différentes coupes d'alcanes et notamment on va essayer de viser le kérosène. La synthèse de méthanol, ça synthétise du méthanol et ce méthanol, donc c'est un carburant en soi, mais on peut également aller un peu plus loin dans la synthèse et transformer le méthanol soit en éthanol, soit en MTBE ou diméthyléther. Donc voilà pour les deux voies qui passent après ajustement de l'H2 dans le CO, dans le gaz de synthèse. Mais on a aussi des voies fermentaires, donc type Lanzatech par exemple, qui vont produire directement de l'éthanol à partir du syngas. Cet éthanol, donc carburant en soi, évidemment, mais on a aussi des voies d'éthanol to jet fuel, donc qui nous permettent d'upgrader l'éthanol en kérosène. Et enfin, une voie méthanation, donc où on va produire du méthane pour donc, transformer notre syngas en gaz naturel de synthèse. Et ce gaz naturel de synthèse peut être utilisé dans le transport, donc en le comprimant donc pour faire du gaz naturel compressé ou en le liquéfiant pour faire du gaz naturel liquéfié. Voilà pour les voies de synthèse de carburant avancé par pyrogazéification. Donc, en général, quand on parle de carburant liquide, on va plutôt penser à ce qui est méthanol, éthanol, enfin le bloc du milieu, donc méthanol, éthanol, MTBE, DME et kérosène. Et donc là, j'ai fait aussi apparaître des intermédiaires gazeux qui peuvent également être utilisés dans le transport. Donc maintenant, je vais passer la main à Damien qui va commencer par présenter les mécanismes qui façonnent un peu le marché des biocarburants aujourd'hui.
Oui, merci Vincent. Donc maintenant qu'on voit à peu près comment ça fonctionne d'un point de vue technique, donc pour passer du solide, donc qui soit biomasse déchet, vers un carburant, notamment carburant liquide, on souhaitait faire un point sur où nous en étions aujourd'hui, d'un point de vue notamment contexte réglementaire et différents projets qui ont été annoncés ou en cours de réalisation dans cette filière. Alors, tout d'abord, on ne peut pas parler aujourd'hui production de carburant avancé ou de biocarburant via pyrogasification sans passer quelques minutes à parler de réglementation. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on ne peut pas considérer, en tout cas dans une situation pré-conflit ukrainien, donc on va dire fin 2021, les molécules, les carburants qu'on va produire via pyrogasification n'auront pas des coûts de production, disons, compatibles avec des équivalents fossiles. Et donc, pour que ces molécules-là aient une réalité sur le marché, il faut qu'il y ait des réglementations qui favorisent leur utilisation. Et en général, ça se passe par une stimulation de la demande, ce qui va faire en sorte que la demande pour ces molécules va augmenter, et donc avec des prix qui vont être compatibles avec les coûts de production de ces molécules-là. En Europe, ce mécanisme qui stimule la demande pour les biocarburants, ça se fait à travers la RED 2, donc la directive énergie renouvelable 2, qui est en train d'être révisée. Et donc cette directive énergie renouvelable, elle fixe vraiment le cadre général de production et d'objectifs à atteindre sur ce segment des biocarburants. Et elle introduit aussi des notions importantes que je vais vous présenter rapidement parce que c'est important pour le sujet pyrogasification. Donc ça introduit ce qu'on appelle les biocarburants avancés, donc que Madeleine aussi dont Madeleine a parlé en introduction. Donc les biocarburants avancés, ils ont une définition relativement précise dans la RED 2, et cette définition, elle est notamment liée au type d'entrant qu'on va considérer. Donc juste pour préciser, donc on dit avancé parce que justement c'est un peu par opposition à ce qui n'est pas avancé, et en l'occurrence ce qui va être notamment culture énergétique. Donc ils ne sont pas des biocarburants avancés. Donc là on parle de biocarburants avancés parce qu'on va plutôt parler de biomasse soit résiduelle, soit déchets, ou en tout cas des biomasses qui disons, ne sont pas directement utilisables, en fait des surfaces qui ne sont pas directement utilisables pour l'alimentation. Donc typiquement le bois fait partie des ressources éligibles pour la production de biocarburants avancés. Donc ça c'est la partie on va dire relativement simple. Là où c'est un petit peu moins simple, c'est quand on commence à parler de carburant à base de carbone recyclé. Donc ce qu'en anglais on appelle les RCF, donc Recycled Carbon Fuel. Et donc ces carburants à base de carbone recyclé, ce sont toujours des carburants produits à partir de déchets, comme ça va être le cas par exemple avec des CSR en partie, sauf qu'on parle de la fraction qui est issue de carbone non biogénique. Donc quand on va avoir un CSR, on va avoir différentes fractions, on va avoir peut-être un peu de bois, un peu de papier, un peu de carton. Donc ça, c'est du carbone biogénique qui va rentrer dans le feedstock éligible pour les biocarburants avancés. Mais on va avoir une partie de plastique, par exemple, donc issus de carbone fossile, qui, eux, ne sont pas éligibles pour la production de biocarburants avancés d'après la RED 2. Par contre, ils donnent lieu à la production de ces carburants à base de carbone recyclé. Et c'est important de faire la distinction parce que dans les objectifs de production, aujourd'hui, il y a des objectifs qui sont fixés pour les biocarburants avancés, donc vous voyez ici, qui sont de 0,2% en 2022 et 3,5% en 2030, donc spécifiques pour les biocarburants avancés, mais pas pour les carburants à base de carbone recyclé. Donc aujourd'hui, les carburants à base de carbone recyclé peuvent être incorporés dans les objectifs globaux de production d'énergie renouvelable d'après la RED 2. Mais disons à la discrétion des États membres. Donc la RED 2 ne le spécifie pas aujourd'hui. Donc ça c'est au niveau européen, et ensuite donc l'Europe fixe ses objectifs. Donc l'Europe dit en 2030 je veux 3,5% de carburant sur uniquement la route et le rail dans la RED 2
qui soient des biocarburants avancés. Et donc, là, elle fixe ces objectifs-là. Après, c'est chaque État membre qui doit mettre en place ces mesures pour atteindre ces objectifs-là. Et en France, la principale mesure incitative, c'est la TIRIB, qui est concrètement une taxe que les metteurs sur le marché doivent payer s'ils n'atteignent pas les objectifs qui sont fixés. Et donc, dans ce contexte réglementaire-là, pour les metteurs sur le marché, évidemment, donc, pour éviter de payer cette taxe, il faut atteindre les objectifs. Donc, atteindre les objectifs, ça veut dire trouver à la fois des ressources et des technologies. Donc, la combinaison ressources technologiques qui va permettre de produire ces biocarburants avancés. Mais évidemment, la RED 2 ne fixe pas, disons, les technologies agnostiques, on va dire. Et donc, pour les metteurs sur le marché de carburant, il s'agit d'aller chercher les voies de production et les feedstocks les plus économiques pour atteindre ces objectifs-là. Donc, la RED 2 ne dit pas il faut 1% de biocarburant produit par biogasification. Donc, ça va vraiment être la compétition entre pour atteindre une molécule qui répond au cadre des biocarburants avancés et pour la produire de la façon la plus économique possible. Et donc, ce socle-là de biocarburants avancés, donc, il y a les molécules produites par pyrogasification, donc notamment de bois ou de déchets biogéniques, comme on dit tout à l'heure, d'autres biocarburants avancés, donc éligibles d'après la RED 2. On va avoir tout ce qui est biométhane transport et on va avoir aussi tout un ensemble de molécules d'hydrocarbures produits par exemple avec des huiles de tall ou ce qu'on appelle les résidus d'huile de palme, donc les paumés, qui sont également éligibles pour la production de biocarburants avancés. Donc voilà, c'est important de comprendre ces mécanismes-là parce que, encore une fois, sans ces mécanismes-là et sans cette stimulation de la demande, aucune chance que nos molécules produites par gasification soient à des prix concurrentiels avec un baril sous les $100. Autre élément de contexte important, le bilan CO2 et les quelques données économiques. Alors, je vais passer assez rapidement là-dessus parce que on va revenir dessus dans quelques slides, mais on parle de filières qui sont en cours d'industrialisation. Donc, aujourd'hui, des données consolidées à la fois de bilan CO2 ou de bilan économique, c'est compliqué de les avoir. Ce qu'on peut dire, pour rester assez généraux sur le sujet, c'est qu'en termes de bilan CO2, évidemment, la RED 2 fixe non seulement définit ce qu'est un biocarburant avancé, mais pour rentrer dans cette définition de biocarburant avancé, elle va fixer des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre par rapport à une référence fossile qui est pour le transport de l'essence ou du gazole, donc qui est une référence prise à 94 grammes de CO2 par mégajoule, donc c'est plutôt une référence carburant transport. Et donc, par rapport à ces 94, il faut, pour être éligible biocarburant avancé, démontrer une réduction de moins 65% d'émissions de GES. Et pour les carburants à base de carbone recyclé, là, c'est une réduction de moins 70% qu'il faut démontrer. Mais, et je ne vais pas m'étendre dessus, il faut comprendre que cette réduction de moins 70%, elle n'est atteignable que si on suit une méthodologie qui intègre, on va dire, un scénario de référence pour le traitement des déchets en disant je gazifie mes déchets, donc typiquement plastiques, mais d'autre part, j'ai évité, par exemple, un autre type de traitement des déchets qui me donne, disons, des crédits dans le calcul de ces émissions de GES. Et donc, c'est important de voir que ce moins 70%, il est lié à la définition d'une méthodologie qui est aujourd'hui pas complètement écrite. Et donc, aujourd'hui, concrètement, on ne sait pas dire, parce qu'on n'a pas la méthodologie pour le faire, si notre carburant à base de carbone recyclé respecte ou non les 70% de réduction de GES par rapport à la référence fossile. Donc voilà pour la partie CO2. Pour la partie données économiques, donc là c'est un petit peu pareil. Donc on a des données de littérature, on a des données annoncées aussi de quelques projets en développement. Donc difficile évidemment d'avoir des données précises par le manque, disons, d'unités de taille industrielle significative.
Ce qu'on peut dire, c'est que évidemment, c'est des modèles qui sont hautement variables et complexes parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent impacter. Notamment, ça va être la même chose d'avoir un modèle basé avec un entrant bois biomasse ou même bois B ou un entrant type CSR. Le prix de l'entrant va pas être le même. On parlait tout à l'heure d'entrant type CSR, ça va être la même chose si on paye une taxe CO2 sur le CO2 fossile ou non. Donc voilà, il y a quand même des paramètres importants qui impactent assez nettement le modèle économique de ces projets-là. Ce qu'on a essayé de faire sur ce graphe-là, c'est de donner les ordres de grandeur. Les grandes tendances, c'est que, en général, faire des alcools, ça coûte quand même un petit peu moins cher que faire des longues chaînes d'hydrocarbures. Donc, produire du méthanol ou de l'éthanol, ça va donner lieu à des prix de vente en euros par mégawattheure des molécules plutôt plus faibles que des molécules type diesel, kérosène. Mais voilà, après, vous voyez la fenêtre qu'on a mise qui est relativement large et qui sera confirmée par la réalisation des premiers projets. Alors justement, à propos de la réalisation des premiers projets, vous voyez sur cette slide quelques projets annoncés de manière publique dans le domaine de la gasification pour production de carburant liquide en l'occurrence. Donc vous voyez 3 projets hors Europe, donc 2 par la technologie Enerkem, avec le développeur de projet Fulcrum, 4 en Europe et 2 en France. Alors sans rentrer dans le détail de chaque projet, qu'est-ce qu'on peut tirer de ces projets-là? Déjà une notion de taille. Vous voyez que ces projets-là, alors hormis donc le projet de R&D de démonstration de biofuel dont Mathieu a parlé tout à l'heure, sont des unités industrielles qui ont toutes plus de 100 000 tonnes par an, et donc importance de la taille critique, donc on va revenir un petit peu tout à l'heure, parce que voilà, la conversion du syngas en carburant, on l'a dit, demande du syngas relativement pur, demande des technologies de conversion qui demandent une certaine complexité et donc qui vont nécessiter une certaine taille critique pour avoir une réalité économique. Donc premier élément, la notion de taille. Deuxième élément, vous voyez un certain nombre de projets, comme disait Vincent aussi tout à l'heure, un peu en 2 grandes familles. Donc la famille jet fuel, avec plusieurs projets qui visent à produire du jet fuel. Pourquoi? Parce que on considère que l'aérien continuera à avoir besoin de carburant liquide encore pendant de nombreuses années, et donc d'où un intérêt particulier pour la filière jet fuel. Mais aussi de nombreux projets pour la production de méthanol ou d'éthanol, notamment pour les raisons aussi dont on parlait tout à l'heure, qui sont que ces molécules sont un peu plus simples à produire quand on a du syngas, et donc donnent notamment des coûts de production, des économies qui sont un petit peu plus favorables. Et je m'étends juste 2 petites secondes sur le projet donc français qui est porté par Gazotech, avec la technologie en tout cas Gazotech et la technologie de fermentation Lanzatech dont parlait Vincent aussi tout à l'heure, et qui prévoit de convertir du bois déchet en Normandie, et donc pour la production d'éthanol. Et ils sont aujourd'hui en préparation du DDAE pour un dépôt qui devrait intervenir dans les prochains mois. Donc je vais passer rapidement sur ce slide puisque j'ai déjà parlé du projet à droite, donc avec Gazotech et Lanzatech, et le projet à gauche, donc biofuel, sera décrit par Mathieu tout à l'heure. Quelques informations sur la technologie Enerkem, puisqu'on a vu que dans le slide des différents projets, il y avait 4 projets qui étaient portés qui reposaient sur la technologie Enerkem, pardon. Donc Enerkem, c'est une technologie canadienne qui a une unité de démonstration qui est en fonctionnement depuis quelques années pour la production de méthanol ou d'éthanol. Donc vous voyez en photo en bas à gauche. Et leur installation industrielle suivante, dont la construction va bientôt commencer, à côté de Montréal, donc au Québec, et qui a la particularité, disons, d'être couplé à un électrolyseur de taille conséquente, plusieurs dizaines de mégawatts, pour, comme disait Vincent tout à l'heure, donc éviter le water gas shift. Et donc l'ajustement du ratio CO2 ici se fait par électrolyse, avec
comment dire, une électricité qui au Québec est très décarbonée puisqu'il y a beaucoup de barrages, et donc qui permet d'avoir un bilan GES favorable donc à cet ajout d'hydrogène, vert en l'occurrence, pour augmenter les rendements de production du méthanol en l'occurrence. Autres éléments qui démontrent du dynamisme actuel de cette filière, au-delà de ces projets là que vous avez vus sur l'écran précédemment. En termes de dynamisme, vous avez peut-être entendu parler d'un appel à manifestation d'intérêt qui a été publié en 2020 par l'État français et qui cherchait à identifier des projets pour la production de biocarburants, notamment aériens. Donc ça a été fait en 2020. Et suite à cette AMI, il y a eu un appel à projet, cette fois-ci donc porté par l'ADEME, qui a été lancé en 2021 et qui visait à financer deux types de projets. Soit des projets, disons plutôt industriels, et dans ce cas, le financement était plutôt sur les étapes d'ingénierie préliminaire, donc qui permettait d'avancer dans la définition du projet avant la décision d'investir dans le projet, ou le financement d'unités de démonstration, d'unités pilotes ou de démonstration. Et donc cet appel à projet s'est clos en avril de cette année. Autre exemple aussi pour un appel à projet encore en cours pour la production de produits biosourcés où a priori les molécules destinées au transport sont également éligibles. Alors ça c'est un peu la situation d'aujourd'hui. Donc vous avez vu les différents projets, vous avez vu la réglementation, ce qu'on voit sur la situation de bilan CO2 de l'économie. On peut faire l'exercice également de se poser la question de ce que deviendra cette filière demain et quelle place elle aura dans on va dire le mix énergétique, donc notamment pour le transport, puisqu'on parle plutôt de carburant ici. Et pour faire ça, on a rappelé ici la fameuse étude prospective ADEME sur la production et les consommations d'énergie en France en 2050, dont j'imagine beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler, avec les fameux 4 scénarios, donc les S1, S2, S3, S4, qui vont on va dire du plus frugal, qui est le S1, au moins frugal, donc qui est le S4, et qui en l'occurrence c'est le plus consommateur d'énergie. Enfin, on a aussi la consommation d'énergie qui augmente entre le S1 et le S4. Mais il faut rappeler que on peut dire qu'on ait des consommations différentes d'énergie dans ces 4 scénarios. Ce sont 4 scénarios qui prévoient la neutralité carbone en 2050, donc avec notamment des recours au captage, au stockage du CO2 beaucoup plus importants dans le S4 par exemple. Et donc dans cette étude ADEME, il y a toute une partie, une étude sur le devenir des carburants en France donc en 2050, et avec une place, on va le voir, pour les procédés de gazification. Et donc la place, elle est notamment pour la production soit de gazole routier, soit de kérosène, donc de jet fuel, donc dans les deux cas plutôt les voies Fischer-Tropsch. En sachant que pour la voie éthanol, en tout cas d'après l'étude, donc la production de méthanol et d'éthanol n'a pas, à notre connaissance, vraiment été considérée dans l'étude via pyrogasification, mais plutôt via des voies fermentaires. Mais donc en tout cas la pyrogasification est de toute façon représentée pour les voies plutôt diesel et kérosène. Et donc vous voyez en bas à droite donc les deux lignes. Alors sur la partie lignocellulosique, ce n'est pas que de la pyrogasification, parce qu'on a, comme je dis tout de suite, des voies fermentaires qui aussi utilisent les gisements lignocellulosiques. Par contre, pour les CSR, c'est clair que c'est uniquement la pyrogasification, et donc suivant les scénarios, une utilisation plus ou moins poussée de la pyrogasification. Alors on a essayé d'aller un peu plus loin dans l'analyse, alors avec une certaine complexité et une incertitude d'interprétation, parce que l'étude ADEME ne détaille pas au niveau des résultats publics en tout cas, disons les résultats technologie par technologie, donc on peut faire des estimations ou des hypothèses, par exemple sur les gisements lignocellulosiques, une partie qui serait utilisée en pyrogasification ou d'une autre façon. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que la partie CSR, c'est du 100% en pyrogasification,
et que la partie lignocellulosique, en partie en tout cas, potentiellement le serait également. Donc c'est la signification des cadres jaunes que vous voyez ici, qu'on peut raisonnablement supposer comme étant couverts par traités plutôt par de la gasification. Et donc vous voyez, suivant les scénarios, soit une contribution relativement faible, quoique, donc qui partirait à peu près encore une fois aux erreurs d'incertitude près, de 5 TWh pour le scénario S1 ou tendanciel jusqu'aux 30 TWh du scénario S4. Alors, je ne rentre pas dans les détails de l'étude, mais ne regardez pas trop ces chiffres-là sur les scénarios S3, S4, parce qu'ils incluent des hypothèses de rendement sur de conversion qui sont multipliées par 2 en fait par rapport au scénario S1 et S2, et donc qui ne sont pas directement comparables quelque part d'un scénario à l'autre. Mais par contre, ce qu'il faut retenir au-delà des chiffres en eux-mêmes, c'est que la pure gasification, dans tous les cas, y est considérée. Et alors, en ordre de grandeur, 5 TWh de carburant produit par des pyrogasifications, c'est quand même à peu près 3 ou 4 millions de tonnes de matière sèche en entrée pour les produire. Donc de toute façon, une quantité pas tout à fait négligeable de ressources qui est considérée et qui est adressée vers la pyrogasification. Le cas particulier des CSR a lui une contribution qui varie entre 0 pour certains scénarios jusqu'à 3 millions de tonnes par an pour le scénario S2. Voilà, et dernier élément, on va dire, pour imaginer comment pourra évoluer ou se développer la filière pyrogasification. Donc, je vous renvoie vers l'étude ADEME sur la filière pyrogasification de 2022, où la pyrogasification est vue comme disons, une voie pouvant contribuer à la décarbonation du secteur des transports, et avec un avantage sur d'autres filières, notamment sur le type de ressources qui est considéré, puisque la pyrogasification a l'avantage d'aller en général plutôt traiter des ressources résiduelles, et donc ce qui est visé pour les biocarburants avant. Donc voilà, pour terminer et pour résumer un peu cette présentation, donc trois points à garder en tête donc pour la filière pyrogasification vers le biocarburant. D'abord, et j'ai commencé par ça, la réglementation, parce que encore une fois, sans réglementation qui stimule la demande, pas de développement de la filière. Et donc aujourd'hui, on a la RED 2, demain la RED 3, qui fixe les cadres et les objectifs de production de ces biocarburants, et avec notamment une partie importante sur les carburants à base de carbone recyclé, notamment pour les filières CSR. Deuxième point, une filière qui est en cours d'industrialisation avec un certain dynamisme, plusieurs projets annoncés, des guichets de soutien aussi qui sont ouverts pour ces projets-là. Alors je ne l'ai pas mentionné, mais il y a un projet donc porté par Enerkem en Espagne qui a été lauréat de l'Innovation Fund de l'année dernière. Donc qui a été retenu parmi les 7 projets donc lauréats de l'Innovation Fund. Donc il y a un intérêt, disons, aujourd'hui à financer ce genre de projet. Donc voilà, un moment un peu charnière pour l'industrialisation de la filière. Mais troisième point, donc aussi un compromis taille et disponibilité de la ressource à trouver, puisque, et vous l'avez vu sur les projets, un certain besoin, en tout cas aujourd'hui avec les technologies disponibles, d'avoir des tailles assez importantes. Donc on a vu plutôt au-delà de 100 000 tonnes par an, pour les projets annoncés, mais à aligner avec la disponibilité de la ressource dans une géographie donnée, ce qui voilà, est pas toujours évident suivant les types d'entrants considérés. Voilà, je vous remercie de l'attention et je laisse la parole à Mathieu pour le REX sur Biotifuel. Merci beaucoup Vincent et Damien pour ce tour d'horizon très complet. Il y a quelques questions dans l'onglet questions. Je vous propose de les garder pour la fin. Comme ça, on laisse la parole à Mathieu pour le REX de Biotifuel. Et voilà, on prendra bien sûr un temps d'échange avec vous à la fin. N'hésitez pas en attendant à continuer à poser vos questions. Mathieu, je te laisse la parole. Vous voyez mon écran, c'est bon? C'est bon. C'est bon, c'est tout bon? Oui, c'est tout bon. Ok, parfait.
Donc bonjour à tous, je vais vous présenter le projet Beauty Fuel, donc un projet qui s'est terminé milieu d'année dernière et qui est passé maintenant dans la phase de commercialisation. Donc moi je suis Mathieu Morin, je suis ingénieur à IFP Énergie Nouvelle et je suis notamment intervenu sur l'unité de pré-traitement de ce projet et j'étais responsable de toute la partie recherche et développement, les tests de recherche et développement qu'on a fait sur cette unité. Donc, première slide qui va être un peu une redite de ce qui a été dit avant, ça sera la seule, après je passerai au projet Beauty Fuel. Donc, sur les voies de valorisation et de production du biocarburant liquide. Donc, la première génération qui concerne les ressources alimentaires et donc notamment les huiles végétales qui permet de produire du biocarburant. Donc, on va retrouver ici tout ce qui va être process-tarification, hydrotraitement et fermentation. Et principalement parce que cette voie de valorisation était en concurrence avec l'alimentaire, on est passé à la deuxième voie de valorisation, donc qui utilise les ressources biomasse d'origine lignocellulosique. Et donc qui permet aussi, donc c'est cette deuxième génération de produire du biocarburant. Donc là, je vous ai mis deux voies, une voie biochimique et une voie thermochimique. Donc la voie biochimique qui va par fermentation produire de l'éthanol et la voie thermochimique qui par gazéification peut également produire des biocarburants. Donc là, on va parler de kérosène et de biodiesel dans le cadre du projet Beauty Fuel qui, lui, donc s'inscrit sur cette voie-là de gazéification, donc conversion thermochimique de la biomasse lignocellulosique. Et une troisième génération aussi, mais qui est plus à l'état de recherche, qui concerne tout ce qui va être algues. Donc, on passe sur le projet Beauty Fuel. Donc, l'objectif du projet, c'est vraiment de proposer une chaîne complète de transformation de la biomasse en biocarburant liquide. Donc, pour ça, les objectifs étaient donc de développer, de démontrer, puis de commercialiser cette chaîne complète, tous les équipements, tous les procédés, sur une large variété de biomasses différentes. Donc, le projet Beauty Fuel, c'est 6 partenaires qui ont chacun des spécificités différentes. Donc, on va retrouver dans la partie licence Axens et ThyssenKrupp. Dans la partie industrie, on va retrouver Avril et Total Energy. Et dans la partie recherche et développement, on va retrouver le CEA et IFP Énergie Nouvelle. Je vous ai mis ici une petite chronologie du projet. Donc, c'est un projet qui a commencé en 2010, donc par toute la partie design, qu'on appelle basique et feed. Donc, cette partie-là a duré à peu près 4 ans. Et en 2014, on est passé vraiment sur la phase d'ingénierie, de construction, d'approvisionnement pour justement donc, construire les 2 démonstrateurs. J'y reviendrai juste après. Et à partir de 2017, on a pu commencer dans la phase d'opération des 2 démonstrateurs avec bien sûr donc, à la fois des tests à froid pour valider un peu l'hydrodynamique, puis après les tests à chaud, etc. Et puis démontrer la faisabilité de toute la chaîne complète jusqu'à mi-2021, donc l'année dernière, où vraiment la phase, je dirais, R&D du projet s'est terminée. On a basculé maintenant vers la phase de commercialisation depuis le milieu de l'année dernière. Donc, quelques chiffres sur le projet. Donc, Beauty Fuel, c'est donc 11 ans de recherche et développement, à peu près 190 millions de budget, et donc la construction et l'opération de 2 unités, 2 démonstrateurs que je vais vous présenter juste après. Donc, voici un petit schéma du projet Beauty Fuel, de toute la chaîne complète. Donc, on va suivre ensemble le parcours de la biomasse pour expliquer justement cette chaîne. Donc, on réceptionne la biomasse lignocellulosique. Et donc, cette biomasse va subir une étape de pré-traitement. Donc, cette étape consiste en le séchage puis la torréfaction de cette biomasse, donc dans des fours ici. Et en sortie de ces fours, donc on a une biomasse torréfiée qui est transportée pour être broyée, puis après injectée dans un gazéifieur, donc un gazéifieur qui est un gazéifieur à flux entraîné. Donc, c'est la technologie de flux entraîné, donc à haute température et haute pression, pour produire un gaz de synthèse. Un gaz de synthèse qui n'est pas aux spécifications, donc on va avoir toute une étape de traitement de ce gaz de synthèse qui va consister en donc des étapes de water gas shift, de
en retirer les impuretés, acide gaz removal, etc. Donc de purification voilà, de ce gaz de synthèse pour le mettre aux spécifications, pour le transformer ensuite en biocarburant. Donc ça, c'est l'étape de Fischer-Tropsch et d'hydrocracking qui était juste après pour produire le biocarburant final, donc qui était dans le cadre du projet du biodiesel ou du biokérosène. Donc c'est vraiment voilà, la chaîne complète du projet BeautyFuel. Et on a construit pour ce projet 2 unités, 2 démonstrateurs. Donc le premier des démonstrateurs qui concerne le pré-traitement, donc séchage, torréfaction, j'y reviendrai juste après. Et donc le deuxième démonstrateur qui concerne la gazification et tout le traitement du gaz en aval de cette gazification et aussi le procédé Fischer-Tropsch juste après. Donc je continue sur vraiment toute la voie de toute la chaîne de production. Donc là, je vous ai mis un petit schéma bloc qui permet un peu de voir les différentes étapes et avec quelques chiffres également. Donc on parle encore de la biomasse qu'on va sécher et torréfier dans le démonstrateur de pré-traitement que je vous ai parlé juste avant et que je vais vous décrire juste après. Une fois que cette biomasse est torréfiée, donc elle est emmenée par camion au second démonstrateur où là, on va broyer cette biomasse torréfiée. Donc avec je vous ai mis quelques ordres de grandeur de débit juste en dessous. Puis après, on va le gazéifier. C'est un gazéifieur à flux entraîné de 15 MW thermique. Puis après, une partie du gaz de synthèse est envoyée au water gas shift pour ajuster le ratio H2 sur CO. Puis après, les impuretés, donc le CO2 et le H2S sont retirés dans l'acide gaz removal. On a une dernière purification finale pour vraiment retirer les quelques ppm d'impuretés qui peuvent rester pour, au final, injecter quelques quantités de ce gaz de synthèse propre dans le Fischer-Tropsch pour produire de la wax et donc après du biocarburant. Juste un mot là-dessus, donc le Fischer-Tropsch, c'est un procédé sur lequel on étudie et qui est assez connu, et notamment à IFP. Donc le but du projet BeautyFuel, c'était pas d'étudier Fischer-Tropsch, donc c'est pour ça que j'ai mis un micro-pilote Fischer-Tropsch, et donc du coup c'est pour ça qu'on a vraiment des toutes petites quantités de wax produites, parce que c'était pas vraiment l'objectif principal du projet de produire et de faire de la R&D sur ce procédé Fischer-Tropsch. Cette slide, juste le message que je voulais passer dans cette slide, c'est que les 11 ans de recherche et développement sur le projet BeautyFuel ont permis vraiment d'améliorer et d'adapter les équipements, les technologies qu'on a utilisées pour processer de la biomasse. Je vais vous donner un exemple très simple. Donc les 2 pierres angulaires des 2 démonstrateurs, donc pour le démonstrateur de pré-traitement, c'était donc les 2 fours, donc c'était des fours à sol multiples. Et donc ces fours étaient démontrés, très, très connus pour la calcination du minerai. Et donc le projet a démontré l'utilisation de ces fours pour le séchage et la torréfaction de la biomasse. Pareil pour le gazéifieur sur le second démonstrateur. Donc le gazéifieur était assez connu pour la gazification du charbon d'origine fossile. Et donc il a été démontré et adapté pour la gazification de la biomasse torréfiée. Donc je passe maintenant sur les 2 démonstrateurs, je vous en ai parlé. Donc le premier démonstrateur qui est le démonstrateur de pré-traitement, séchage et torréfaction, il est localisé à Compiègne, plus précisément à Venette, donc juste à côté de Compiègne. Et donc on va réaliser le séchage et la torréfaction de la biomasse. Donc si on regarde cette photo, on réceptionne la biomasse dans ces hangars ici, donc elle est stockée à cet endroit-là. Si on réceptionne de la paille, on pouvait traiter de la paille, on a toute une zone de granulation dans ce hangar qui nous permettait de transformer donc la paille qui était en botte de paille en granulé de paille que j'ai mis ici. Donc ensuite cette biomasse, donc soit le bois ou les résidus ou les pellets de paille sont envoyés au sécheur puis au torréfieur pour être séchés et donc torréfiés. Et en sortie, donc la biomasse torréfiée chaude est refroidie puis stockée dans 3 silos qu'on voit en arrière-plan ici pour être conservés. Et les camions, je vous parlais après des camions juste avant, les camions vont venir juste en dessous, se charger en biomasse torréfiée et amener toute cette biomasse torréfiée au second démonstrateur. Quelques petits mots sur pourquoi on torréfie. Donc l'utilité principale de la torréfaction, elle était absolument nécessaire pour ce projet, c'est de rendre le produit
final, donc la biomasse torréfiée, plus facilement broyable, fluidisable et plus facilement stockable. Donc, notamment, la biomasse torréfiée va être hydrophobe, donc elle va moins contenir d'eau et elle ne va pas se charger en eau lors du stockage. Donc ça, c'était une propriété très intéressante. Quand on fait la torréfaction, on va fragiliser la structure du produit final, donc on va être plus facilement broyable et donc fluidisable. Concernant la capacité de cette unité, donc la capacité était de 3 tonnes heure de biomasse torréfiée en sortie. Donc, comme j'ai dit, une fois qu'on remplissait les camions de biomasse torréfiée, ces camions étaient envoyés au second démonstrateur. Pardon, je vous ai mis quelques petites photos du démonstrateur de pré-traitement. Donc ça, c'est une photo un peu plus proche. On revoit les silos, les fours, et donc là, le four de séchage et torréfaction. Donc un petit focus sur les 2 fours de séchage et de torréfaction, donc sur les technologies qu'on a utilisées pour sécher et torréfier. Donc c'est des fours à sol multiple, qui s'appellent en anglais Multiple Earth Furnace. Donc je vous ai mis un petit schéma sur votre droite de fonctionnement de ces fours. Donc on retrouve ici le four. Ce four est constitué de plusieurs plateaux. Donc là sur ce schéma on a 6 plateaux. Et donc on a un arbre central qui tourne au milieu de ce four. Connecté à cet arbre central, on a des bras. Et connecté à ces bras, on a des dents. En tournant, l'arbre central va faire tourner les bras qui, eux, vont faire les dents qui sont connectées ici, vont racler la biomasse qui est introduite en tête, racler la biomasse soit vers l'intérieur du four, et soit vers l'extérieur. Et donc la biomasse avec des trous, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, va être convoyée de l'intérieur vers l'extérieur, de haut en bas. Donc voilà le fonctionnement de ce four et le cheminement de la biomasse en rouge dans ces 2 fours. Donc les fours étaient similaires pour le séchage et la torréfaction. Donc comme je le disais, ces fours étaient initialement prouvés pour la calcination du minerai, et donc on les a adaptés et démontrés pour le séchage et la torréfaction de la biomasse. Je vous ai mis ici sur cette slide un peu les conditions opératoires et les paramètres qui influaient à la fois le séchage et la torréfaction. Donc on trouve bien sûr la température, le temps de séjour dans ces fours, le débit de gaz qu'on introduit. Donc le gaz est introduit soit à courant, soit à contre-courant, on a le choix. Et également le débit de biomasse va jouer sur les performances de séchage et de torréfaction. Donc voilà, toute la recherche et développement qu'on a fait sur ces fours se sont basés sur ces paramètres. Et donc après, je reviens sur donc les camions qui récupèrent donc la biomasse torréfiée et envoient cette biomasse torréfiée au second démonstrateur, qui lui est localisé à Dunkerque, dans le nord de la France. Et donc ce démonstrateur va réaliser le broyage, la gazification, donc la production de gaz de synthèse, et après toute la partie purification de ce gaz de synthèse. Donc là encore, je vous ai mis une photo vraiment du démonstrateur. Donc on retrouve ici toute la partie stockage, la partie broyage. Une fois qu'on a broyé cette biomasse torréfiée, elle est transportée pneumatiquement vers le gazéifieur qui est à ce niveau-là. Un gazéifieur à flux entraîné, j'y reviendrai juste après, fonctionnant à très haute température et très haute pression, et le gaz de synthèse en sortie donc passe à la fois dans le procédé de water gas shift pour ajuster le ratio H2 sur CO, puis après dans le procédé acide gaz renouvelable pour tirer le CO2, le H2S, et après dans une purification finale aussi, qui est juste derrière, qui permet de retirer les quelques ppm d'impureté qui peut rester. Et après, donc là on ne le voit pas sur cette photo, mais juste derrière ces procédés-là, on a le micro Fischer-Tropsch qui permet de produire de la wax. Et après, en sortie de ce Fischer-Tropsch, on passe dans un micro-craquage, on peut faire du naphtha, du diesel ou du SAF, Sustainable Aviation Fuel. Quelques photos supplémentaires, là c'est vraiment pour vous donner un aperçu de cette unité. Quelques ordres de grandeur, ça fait une 50aine de mètres de haut, le gazéifieur à ce niveau-là. Et donc voilà, on voit les opérateurs ici et le camion. Donc c'est vraiment pour vous donner le ordre de grandeur de la taille de cette unité qui est très très importante. Un petit focus sur
La technologie de gazéification de cette unité, donc on en a parlé juste avant avec Suez. Donc il existe plusieurs technologies de gazéification. Le choix de ces technologies vont être basés sur plusieurs facteurs. Hein. Donc tout d'abord la puissance de l'installation qu'on souhaite, les caractéristiques et les propriétés physico-chimiques de l'intrant, de la biomasse en l'occurrence, et le type d'application qu'on souhaite faire en aval de ces gazéifieurs. Donc c'est vraiment ces trois paramètres, ces trois facteurs qui vont piloter le choix un peu de nos technologies de réacteurs. Donc il en existe trois grandes familles qui ont été présentées juste avant, le réacteur à lit fixe, le réacteur à lit fluidisé et le réacteur à flux entraîné. Donc le projet BeautyFuel a utilisé cette troisième technologie de gazéification, le réacteur à flux entraîné. Je vous ai mis ici un schéma de principe, c'est vraiment très très basique du fonctionnement de ce réacteur à flux entraîné. Donc on injecte à l'aide de brûleurs la biomasse. Donc ici c'est la biomasse torréfiée qui a été broyée, donc biomasse torréfiée sous forme de poudre qu'on injecte ici dans des brûleurs avec de l'oxygène. On peut éventuellement, j'aurais pu rajouter une flèche avec d'injection de steam. Et donc là, on va réaliser à la fois la combustion partielle et la gazéification de cet intrant, la biomasse torréfiée, pour former du gaz de synthèse. Et la particularité très importante de cette technologie, c'est que les cendres qui sont contenues dans la biomasse vont être vitrifiées et donc vont couler en fait sur les parois du réacteur. Donc c'est ce que j'ai représenté ici en vert. Et donc ces cendres vitrifiées, donc il faut imaginer un peu comme du miel qui s'écoule sur les parois, vont venir protéger la métallurgie de ces très hautes températures, donc entre 1000 et 1500 degrés, et de cette haute pression dans le réacteur. Donc en sortie ou en pied de réacteur, le gaz de synthèse produit est refroidi et on récupère donc ce gaz de synthèse ici. Ce que j'appelle ici les slags, c'est ces cendres vitrifiées qui s'écoulent ici le long des parois du réacteur, qui elles aussi sont récupérées et souvent tournent en rond, on en réinjecte un petit peu pour favoriser justement cette couche d'isolation des parois. J'ai mis ici quelques avantages, quelques inconvénients de cette technologie. Donc, les avantages, c'est que ça va être donc, des installations de grande capacité. On va avoir très très peu de goudron en sortie, donc avec un gaz qui est riche en CO, riche en H2, avec très peu de goudron, très peu de méthane également, parce que tout est brûlé et tout est converti dans le réacteur. C'est adapté bien sûr aux ressources avec des cendres, avec une grande quantité de cendres, parce que justement ces cendres sont utilisées pour protéger le réacteur. On peut fonctionner sous pression, donc nous c'est un avantage en aval pour le procédé Fischer-Tropsch qui fonctionnait sous pression. Et donc voilà les applications que j'ai mis ici. Et concernant un peu les désavantages, donc c'est une technologie qui était mature pour le charbon, je l'ai dit, et qui l'est un peu moins pour la biomasse, même si justement le but du projet BeautyFuel, ça a été de démontrer la faisabilité, donc ça a été démontré. C'est une technologie qui a haute température, haute pression, donc on a un capex qui est assez important. Et on a toute une phase de préparation, donc ça j'en ai parlé, le pré-traitement et le broyage, et le transport de la biomasse torréfiée jusque dans ce gazéifieur qui est un peu délicate, qui a nécessité de la R&D, donc on a fait aussi dans le cadre du projet. Concernant les résultats, je termine rapidement. Donc ces deux unités de démonstration, donc on a tourné plus de 1500 heures de torréfaction à l'unité de Venette, plus de 1000 heures de gazéification, et donc vraiment le message à faire passer, c'est qu'on a démontré toute la chaîne, du pré-traitement jusqu'à la gazéification, le traitement du gaz de synthèse en aval, et donc on a produit des wax de Fischer-Tropsch. La finalité a été démontrée. Et enfin, donc une dernière slide que j'ai nommée un peu sur la route de la commercialisation. C'est maintenant la nouvelle étape du projet BeautyFuel. Maintenant qu'on a optimisé les démonstrateurs, qu'on a minimisé les risques, on est sur la voie de la commercialisation. Donc ça, il y a un seul point d'entrée dans le projet, c'est Axence, qui est bien sûr au nom du consortium des différents partenaires et qui maintenant est en train de monter des projets. Donc il y a plusieurs pistes qui sont très avancées pour essayer d'avoir une première industrielle de cette chaîne BTL, un Bio to Liquid, au travers du projet BeautyFuel. Et donc Axence qui propose, c'est un service qui part de l'étude d'ingénierie, de la construction, du démarrage et du suivi de l'opération de l'unité. Donc c'est vraiment sur la chaîne complète que Axence intervient et
et accompagne, on va dire, tout le projet. Donc, j'en ai fini. Je vous ai mis mon adresse mail si vous avez des questions, et puis si on a un peu de temps pour répondre, c'est avec plaisir. Merci beaucoup, Mathieu, pour la qualité de cette intervention aussi très complète. N'hésitez pas à poser quelques questions dans le chat. Alors, je vois que Damien a déjà répondu aux questions qui avaient été posées sur la première partie. Donc, merci beaucoup, Damien. N'hésitez pas par la suite à... Attendez, je vais partager. N'hésitez pas à poursuivre les questions. Il y en avait une pour Mathieu, une dernière pour la torréfaction et la gazéification. Alors, une précision sur le type de biomasse utilisée et testée. Le biomasse, alors on en a utilisé plusieurs. Donc, la paille, j'en ai parlé avec toute l'étape de granulation. On a utilisé, donc après, c'était le bois. Donc, on a fait du chêne hêtre, de l'épicéa, du peuplier et du bois B. Donc, ça fait 5 intrants. Donc, vraiment la torréfaction et puis même en aval, hein, la gazéification a été démontrée sur ces 5 intrants-là. Et on a aussi la gazéification, on a rajouté du miscanthus, mais lui qui avait été plutôt acheté déjà torréfié, hein, pour être passé dans la gazéification. Très bien, merci beaucoup. Ouais, l'idée étant de ce genre d'application, de bien sûr aller chercher à diversifier les intrants pour pouvoir s'approvisionner le plus localement possible. Encore une fois, sur des ressources qui sont reconnues par l'ARED, comme ça a été présenté par Damien, et qui sont admissibles pour la production de carburants avancés. Ça me permet de rebondir sur la question qu'il y a eu sur l'éligibilité de la production d'hydrogène par Pyro à l'appel à projet produits biosourcés et biotechnologies industrielles. Alors, comme le disait Damien, dans ce genre d'appel à projet qui vraiment encourage à l'innovation et qui est au final assez large, n'hésitez pas à contacter directement l'ADEME avec une petite description de votre projet. Ils sauront vous répondre si voilà, potentiellement vous êtes dans les clous ou pas. Pour cet appel à projet, justement, la question de l'élargissement des gisements de biomasse valorisables est vraiment mise en avant. C'est une réponse qui est attendue par les projets candidats. Et donc voilà, n'hésitez pas, ça peut tout à fait intéresser l'ADEME. Et ça vous permet de ne pas perdre de temps, de voilà, juste poser la question directement. Voilà, je ne vois pas d'autres questions. Damien et Vincent ont répondu à tout par écrit. Voilà, n'hésitez pas s'il y a une dernière petite question. Et sinon, je rappelle que donc les supports et la vidéo de ce webinaire seront mis à disposition sur la page dédiée sur le site de la T2E. Donc, n'hésitez pas à partager cet événement, à voilà, le faire vivre et pour faire connaître cette filière et les différentes applications en cours, potentielles, etc. Tout ce qui vous a été présenté aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup de votre participation. N'hésitez pas à nous recontacter si vous avez d'autres questions et donc à partager ce webinaire. Très bonne journée à tous et merci beaucoup à nos intervenants, bien sûr. Merci Madeleine. Merci.